Bonjour à tous, donc. Alors, vous avez déjà retenu un signe. Bonjour. Ah non, ça c'est Amen. C'est pas mal déjà Amen, mais bon, pour rencontrer la personne sourde, il ne saura même pas que c'est Amen, enfin, je veux dire. Mais c'est déjà pas mal. Mais, alors, le bonjour. Alors, on verra des signes tout à l'heure. On aura donc une partie un peu théorie, une partie atelier d'échange, où il y a un gros chagrin, où d'ailleurs on aura besoin de se mettre en petits groupes pour échanger, et voilà, quelque chose de ludique, et un temps d'atelier signe, et un dernier temps, on est toujours en retard, hein, et un dernier temps où on va parler de choses concrètes, de ce que l'on peut faire, de livres qu'on peut avoir, d'applications, plein de choses. Alors, et là j'ai un grand trou de mémoire et j'ai oublié mon PowerPoint. Donc, la surdité, et si on en parlait? Notre équipe, est-ce qu'elle est? On va continuer. Enfin, voilà, notre équipe, je veux quand même le dire, elle a été reconnue par la fédération il y a 2-3 ans. 4 déjà? Non. Le dernier Vitel, c'était il y a 4 ans. Voilà, il y a 4 ans. Maintenant, nous œuvrons depuis bien plus longtemps que ça. Alors, Dieu nous a rassemblés dans le ministère en 2007. Moi, j'œuvre depuis 2002-2003. Donc souvent, quand on dit « alors, mais le ministère est tout jeune, mais alors, il faut faire des choses ». Ça fait déjà un moment qu'on fait des choses. Mais c'était des actions localisées. À cette époque-là, tout n'était pas vraiment filmé, tout n'était pas sur Internet. On n'avait pas WhatsApp, donc voilà. Mais donc ça fait un moment qu'on œuvre. Et Dieu nous permet de rencontrer des personnes sourdes qui viennent. Après, chacun a sa vie. Il y a des personnes qui viennent, qui vont, qui viennent. Mais voilà. Donc on a des bénévoles qui sont là aussi. Enfin, on est tous bénévoles de toute façon. Et voilà. Bien sûr, on aurait des besoins dans plein de domaines, pas forcément dans la langue des signes. Par exemple, on manque de personnes responsables de notre communication. Ou des personnes tout simplement qui seraient en mesure juste de prendre des photos de notre rencontre d'aujourd'hui. Parce qu'on a fait beaucoup de sensibilisation, mais on n'a gardé aucune trace. Et voilà, parce qu'on est sur le front, et du coup... Je me permets juste, s'il y a des personnes compétentes dans la gestion de sites internet, nous avons un site et on en a honte, il n'est pas entretenu régulièrement, tout simplement parce qu'on ne peut pas. Voilà. Eh oui. T'appelles si vous voulez Petit appel. Voilà. Alors, mais bon, nous sommes là pour justement cette sensibilisation. Ce n'est pas une initiation où là, ce sont des petits cours de langue des signes. Avant cela, pour nous, il est important de comprendre ce que c'est qu'être sourd, la surdité, et un petit peu changer de lunettes. Alors, bon, c'est de la théorie. On ne va pas passer beaucoup de temps, mais il faut comprendre que la surdité, à l'origine, c'est un dysfonctionnement. Ça peut être le tympan qui a un problème. C'est ça. Aurélio dit du coup qu'il y a une interruption entre le tympan, les osselets, et donc du coup qui ne communiquent pas correctement. C'est bien ça. Voilà. Alors, oui, non, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Non, je ne bouge pas. D'accord. Donc, on a le tympan, justement, les otites, c'est bien par là que ça pose un problème. Ah, yes, merci beaucoup. Il faut qu'on investisse dans ça, laser. Voilà. Donc, il est là, vous le voyez? Il est là. Donc, le tympan, bon,
c'est pas source de surdité. Par exemple, on a... Alors, je ne me suis pas présentée. Je suis professeur spécialisé pour jeunes sourds. Donc, j'enseigne le français, mais je n'ai que des élèves sourds qui ont des histoires différentes, des surdités différentes. Voilà. Et j'ai des élèves qui ont eu souvent des otites avant 2 ans. Et donc, du coup, voilà, ça a abîmé leur tympan. Et voilà. Donc ça peut être une cause. Comme Aurélio expliquait, ça peut être ça, c'est-à-dire un blocage des os. Et donc, du coup, parce que le son, il va par là, il fait vibrer le tympan, qui fait vibrer les os. Et donc, du coup, ça appuie sur la cochlée. Et dans la cochlée, il y a une sorte de liquide avec des cils. Alors, comme je le dis souvent aux jeunes, ce sont des cils qui ne repoussent pas. Ce sont des cils qui sont là une fois. Si par rapport à un son très fort, le cil est abîmé, ben, il demeure abîmé. Voilà. Et donc, du coup, dans la chaîne parlée, on va avoir une chaîne parlée où il va y avoir des trous. Parce que ces cils-là, Dieu a fait en sorte que ces cils-là encodent des sons. Sons aigus, sons moyens, sons graves. Et donc, du coup, tout ça, c'est dans la cochlée et après, c'est lié avec le nerf auditif. Et donc, c'est le cerveau qui, du coup, entend. C'est vrai que quand Aurélio explique que quand du coup, on n'entend pas, la cochlée ne fonctionne pas, donc elle peut même se réduire sur elle-même. Ok, bon, ça c'est les généralités. Paf! Alors, il y a, et c'est important de le savoir, différents degrés de surdité. Souvent, on parle de malentendants. D'ailleurs, on préfère parler parfois de malentendants et pas de sourds. Il y a des personnes qui sont très gênées à l'idée de parler de personnes sourdes. Je ne sais pas si c'est votre cas. Le mot sourd vous gêne ou pas? Est-ce que pour vous, c'est un manque de respect? D'accord. Ben, il y a des personnes qui sont très gênées. Et tu travailles avec les malentendants? Oui, ou sourds. Voilà. Pour moi, l'équivalent, c'est personne de couleur. Je suis une personne de couleur. Je suis noire. Disons les choses ouvertement. Si ça gêne, ben, disons que je suis de couleur. Mais en France, on a le politiquement correct qui parfois peut nous encourager à faire des erreurs. Voilà. Après, il y a des personnes malentendantes, donc qui entendent mal, et il y a des personnes qui n'entendent pas. On en discute tout à l'heure. Donc voilà, vous avez cela. Donc audition normale, légère. Alors il y a les décibels à côté, puis il y a des petits dessins pour aider à voir. Il y a la surdité moyenne, donc il faut regarder sur les lèvres. On n'entend pas le chant des oiseaux. Surdité sévère, elle est là. Donc j'entends si la personne crie, mais je ne comprends pas. Je n'entends pas mon téléphone sonner. La surdité profonde, je sens les vibrations. Si on parle près de mon oreille, je sens les vibrations. Mais il n'y a toujours pas de compréhension. Ou la musique forte. Mais là, ce n'est pas tant une perception auditive, c'est beaucoup plus une perception vibratoire. Alors Aurélio, je lui ai demandé l'autorisation de lui demander quel était son degré de surdité. Et il me répond surdité profonde, le max. Ouais, j'entends rien du tout. Mon cerveau fonctionne très bien et tous mes membres fonctionnent très bien. Donc s'il y a du bruit, je sens les vibrations. Et je sens des fois dans le cœur aussi des choses, quand il y a du vent, des choses qui claquent, je le sens, je le vois. Et mon cerveau est vif. Mais voilà. Mais oui, moi c'est en haut, le plus. Voilà. Après, il y a d'autres personnes sourdes. Ah oui, ce qui est important pour moi de dire, dit Aurélio, c'est que les sourds et les entendants sont vraiment pareils. Par exemple, pour conduire une voiture, on n'est pas obligé de se baser sur l'audition. On se base sur ce qu'on voit et sur ce qu'on perçoit. C'est vrai, souvent en cours de code ou en cours de conduite, on dit qu'il faut entendre le bruit du moteur pour passer la seconde.
On vous l'a toujours, moi on me l'a dit. Ben oui, ben, les sourds, ils passent la seconde et ils savent quand la passer. Parce que le moteur, il vibre d'une manière et donc on le sait. Donc, c'est vraiment possible. Ok, c'est parti pour la prochaine. Alors, pour essayer de vous mettre à la place d'une personne sourde, et même cette vidéo n'est pas parfaite, je vous propose ce petit exercice-là, auditif. Après, on va faire un autre exercice. Mais lorsqu'on entend peu ou mal, regardez, mais surtout écoutez bien. Vous allez comprendre ce que perçoivent les sourds. Voici une séquence d'un film que nous avons probablement tous déjà vu. Bonjour, petit chaperon rouge. Bonjour, comment allez-vous? Mes hommages, petit chaperon. Voici ce qu'entend un sourd léger. Bonjour, comment allez-vous? Mes hommages, petit chaperon. Voilà la même séquence et ce qu'entend un sourd sévère. Voici ce que perçoit un sourd profond. Comme vous connaissez la séquence, vous avez peut-être reconstitué les dialogues. Alors voici ce que perçoit un sourd profond quand il n'a comme seule information que la vue. Exact. Pourquoi on comprend moins? On ne comprend pas les sons. Alors là, ils mettent en situation ou même en surdité profonde, il y a une perception. Tout dépend vraiment des personnes. Maintenant, on remarque que, par exemple, la voix du petit chaperon rouge, on ne la comprend plus, même si on voit que c'est un son aigu. À tout à l'heure, comme je vous disais, tout dépend les cils qui sont touchés. Si ce sont les cils qui sont pour les aigus, alors on n'entendra plus rien du coup. Et ça sera... Voilà. Souvent, on pense même qu'une personne sourde légère peut comprendre. Mais c'est beaucoup plus confus. Ok. Juste simplement par rapport au sourd profond, je crois que c'est beaucoup plus sévère que ça. Par exemple, Aurelio n'entend absolument rien. Oui. Oui, à l'hôpital, par exemple, on a voulu essayer de me charcuter un petit peu pour me faire entendre. J'ai dit non, moi je ne veux pas que ça ait un effet sur mon cerveau. Je suis vivant, Dieu me donne la vie, ça va, c'est suffisant. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai des collègues, ce n'est pas de la surdité profonde, c'est ce qu'on appelle la cophose. J'ai un collègue et ami, sa cochlée, elle est sclérosée. Donc, voilà, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. Alors, la suite. Quelques idées reçues. Ce matin, le pasteur Pereira parlait donc de Jésus et de ceux qui étaient en face, qui étaient les chefs juifs, qui avaient des idées préconçues sur ce qui était bien et ce qui était comme ça. Et Jésus, lui, qui était complètement dans l'originalité, il ne le recevait pas. L'objectif de ce petit temps ensemble, on aura plusieurs temps, mais déjà de déconstruire des idées reçues qu'on a par rapport à la surdité. Pour cela, nous avons besoin d'être, allez, mettons, 3 groupes. Donc vous avez besoin de vous rapprocher les uns des autres, ou alors 2 groupes si vous voulez, parce que vous aurez besoin d'échanger, je vous poserai des questions, il faudra échanger pour avoir un avis, c'est vrai, c'est faux, en gros, et me répondre. Alors, votre avis? Un sourd n'est pas muet d'office, il peut être muet, mais il est muet parce qu'il n'entend pas les sons, du coup il ne parle pas, mais il n'est peut-être pas muet.
Entendu? Au fond, Nous, on ajoute que en fait, c'est un qualificatif d'être ça et ne pas être un être humain avant tout. D'être Il vaudrait mieux dire mon cousin est atteint ça de de surdité. surdité. Et pas utiliser le verbe d'être qui restreint trop la personne. En fait, il ne serait que ça comme quelqu'un qui vole, on dit c'est un voleur. Ses enfants est trivelu 21. Ça, c'est pas son identité. Voilà. entendu, on va en discuter, intéressant. Oui. Et vous? Origine, originalité. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a deux, soit sourd-muet quand on est sourd et du coup on ne peut pas apprendre les sons, ou on devient sourd et alors on n'est pas muet puisqu'on sait parler. Ok, d'accord. Ah non, mais c'est très très enrichissant ce que vous avez dit. Alors, vous allez voir un petit onglet qui va venir. Pourquoi faux? Vous êtes tous dedans. Vous faites la différence entre la surdité et le mutisme, la mutité. La mutité, c'est avoir un problème de corde vocale. Ok. La plupart des sourds ne sont pas muets, n'ont pas de problème de corde vocale. Et il y a des personnes qui ont des problèmes de corde vocale et qui entendent très bien. De maladies, par exemple. Par exemple, moi, quand je rencontre une autre personne, enfin, des personnes qui discutent, moi, je me tais, mais voilà. Des fois, j'appelle, par exemple, pour savoir ce qui se dit, et on me dit non, mais après. Alors, du coup, moi, je suis là dans mon coin. Et donc, du coup, des fois, je dis, moi, j'entends pas, qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais non, il dit rien. Non, t'es sourd, c'est pas grave. Ça fait un peu sourd poubelle, quoi. Donc, c'est ça qui est difficile. C'est la communication. On en discute tout à l'heure, et ça, c'est vraiment bien. Elder lui demande de donner de la voix. Est-ce qu'il est muet? Et pas muet. D'accord. Et je peux vous dire qu'il peut crier très fort. Hein. Il faut vraiment, oui, voilà. Je peux faire l'effort, par exemple, de dire certaines choses, riz, pomme, société, voilà. Mais non, il faut aussi avoir le courage de ne pas rester muet. Merci. Alors, entendu. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu dans ce que vous avez dit. Et par rapport à naître sourd ou pas, je crois qu'on en parle un peu là et un peu tout à l'heure. En tout cas, effectivement, des personnes sourdes parlent. D'autres personnes sourdes ne parlent pas, pour des raisons différentes. Mais dans les deux situations, ce qui est difficile, c'est dans le cas d'une surdité, on n'a pas de retour. Par exemple, ce que tu viens de faire, c'est ton frère. Moi, j'ai un collègue qui m'a dit, donner de la voix, c'est comme si je me mettais à nu. Parce que moi, je n'ai pas de retour. Et souvent, quand je donne de la voix, les personnes me regardent, font « il y a une voix bizarre ». Donc imaginez, vous donnez quelque chose, vous ne savez pas, vous faites tout votre effort pour faire un beau son, une belle phrase, et ce que vous avez en réaction, c'est « Alors il y a des personnes qui décident, eh ben, la langue des signes comme ça c'est clair. Et je n'aurai pas de moquerie. Parce que si j'essaye de donner de la voix, de toute façon je ne peux pas le contrôler. Malgré tous mes efforts, je ne pourrai pas le contrôler. Parce que je n'ai pas ce retour-là, ce feedback-là. Ok. En tout cas, dans toutes les situations, même des personnes sourdes qui parlent et qui peuvent parler très bien, ce sera toujours un effort et surtout un long travail de rééducation orthophonique.
à aller à l'orthophonie, chez l'orthophoniste, et réapprendre, enfin, c'est pas réapprendre, apprendre, mais de manière artificielle à parler. Parce qu'il y a des sons qui se voient, d'autres sons qui ne se voient pas. Par exemple, le son K. Est-ce que vous pouvez le voir? Voilà la bouche quand on fait que. C'est la même forme que quand on fait E. Voilà, ça n'aide pas. Le son que. J'ai une élève qui me demandait, son nom de famille, c'était Kété, et elle voulait savoir comment on dit que, comment on place la langue. Alors on est obligé de s'analyser, alors ta langue, elle va au fond comme ça, elle fait ça. J'ai des élèves qui, entre ce et che, c'est la même chose. C'est juste la langue qui monte. Alors comment tu fais? Comment on fait, madame? Tu mets ta langue comme ça. Voilà, donc c'est une rééducation. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc, sourd, muet, Par exemple, quand on est enfant, c'est pareil. Pour les bébés, c'est pareil. On leur parle... Ah oui, par exemple, les petits, on peut leur parler, ils ne répondent pas forcément. Après, la surdité, quand on est enfant et sourd, eh ben, on ne répondra pas aux sollicitations orales. Alors, oui, je tenais quand même à le dire, oui, une personne sourde profonde et même une personne sourde quasiment cophotique peut parler. Ça a été le cas de mon directeur. Parce que c'était le choix de ses parents et que lui, il s'est vraiment senti à l'aise dans la langue française. Et donc, du coup, il parle. OK, on avance. Deuxième phrase. C'est souvent ce qu'on entend. Il est sourd, mais il entend quand même, il a des appareils. Est-ce que cette phrase est vraiment juste? Échanger. Alors, on va faire l'inverse. Vous. Pour nous, c'est faux. Parce que quelqu'un qui est sourd n'entend pas, et quelqu'un qui porte un appareil, pour nous, il est mal entendu. Entendu. Pour vous. D'accord. Pour vous. Je pense la même chose. Celui qui entend avec des appareils, c'est qu'il n'est pas sourd. Il est malentendant. Moi, j'étais pas d'accord. J'ai dit il y a plusieurs degrés de surdité. Donc, il peut être surdité légère. Non, il y a surdité légère ou jusqu'à la surdité profonde, il y a différents degrés. Je pense que les sourds profonds, ils n'entendent rien, même pas avec les appareils. Ah. Alors, permettez, j'écoute ce que vous dites, mais de retenir ce dernier élément-là. Souvent, quand on dit cette phrase-là, vous pouvez appuyer. Boum. Ah oui, j'avais mis d'abord ça, oui. Ah ben oui, j'ai parlé de ça. Alors, quand on parle d'appareils, il y a aujourd'hui deux types d'appareils. Les appareils qui sont externes et les appareils qui sont internes. Celui qui est externe, donc c'est un contour d'oreille. Souvent qu'on voit, on connaît. Le contour d'oreille, son rôle, c'est ça. Amplifier. Mais tout à l'heure, on a vu que si mon problème est sur la cochlée et que j'ai des cils en moins, on aura beau amplifier tous les autres. Si je n'ai pas les cils pour les sons aigus, tout sera amplifié, mais j'entendrai toujours pas les sons aigus. On a vu aussi tout à l'heure la vidéo où on a vu que ça pouvait être très confus. Ce qu'on va amplifier n'est pas obligatoirement plus clair. D'où souvent les questions « Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Comment? Pardon? » On a déjà répété « Mais tes appareils! » Ah, mais j'ai mis mes appareils. Mais c'est souvent ça. J'ai mis mes appareils. Mais ça ne clarifie pas forcément. Tout dépend des réglages. Il y a un autre type d'appareil qui est un appareil qui se met à l'intérieur, ce qu'on appelle un implant cochléaire. Donc, qui va dans la cochlée pour résoudre ce problème de cils en moins. Il y aura des petites électrodes un peu partout, et donc j'aurai un petit peu de son grave, un peu de son moyen, un peu de son aigu. Et donc, c'est une opération chirurgicale, voilà. Mais
ça va créer artificiellement des choses. Il y a des personnes qui disent qu'elles entendent des choses, c'est comme une voix métallique. Et c'est quand même un travail, il faut retourner chez l'orthophoniste, même si c'est un âge avancé. Alors, maintenant, avant de répondre, je voudrais bien qu'on entende son témoignage. Oui, j'ai eu des appareils quand j'étais petit, mais bon, c'est beaucoup de bruit. On entend tout, le bruit de la moto, le bruit de l'avion, des bruits qui viennent de partout. Et donc, du coup, tout ça, on entend et ça, franchement, ça retourne l'estomac. Moi, ça m'énervait, ça me rendait vraiment mal. Et j'ai enlevé les appareils pour ne pas entendre tout ce bruit-là. Donc, je n'entends pas ce bruit et je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme. Parce que toutes les disputes, les problèmes, on entend tous les gens qui râlent. Voilà. Là, en n'ayant rien, voilà, je suis comme ça. Voilà. C'est vrai que mes parents m'ont dit, mais si, porte tes appareils. Oui, le docteur, il faut porter. Je sais qu'il y a aussi des affaires d'argent derrière aussi, mais voilà. Je suis comme ça et je suis content. Et ça marche bien comme ça, quoi. Voilà. Tu le sais, Elder. Voilà, on peut acheter des appareils. Là, l'implant cochléaire, ça peut avoir des atteintes sur le cerveau. Ça peut rendre des fois paralysé, avoir des paralysies. Je suis comme ça, je marche, je conduis. Je suis bien comme ça. Voilà. Des bruits de tout, de personnes qui crient. Non, non. Merci bien. Alors, Elder a demandé avec les appareils, est-ce que tu entendais quand même? Un petit peu, quoi. Par exemple, on peut demander des sommes faramineuses pour mettre des choses dans l'oreille pour entendre. J'ai dit non, moi je ne veux pas. Non. Y aller au burin et tout, une opération, aller enlever, regarder, recoudre. Non, merci. C'est pas pour moi. Non. Je suis comme ça. Et c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Je fais le lien justement à ce que vous disiez tout à l'heure. On peut mettre des appareils à des personnes sourdes légères et ça va les aider. À des personnes sourdes moyennes, on va voir avec plus avec le contour d'oreille. Pour des personnes sourdes sévères, on va beaucoup plus aller vers l'implant. Mais il faut voir par rapport à la situation et à la personne. Souvent, cette phrase, on le dit pour se dire que la personne, elle a des appareils, donc je n'ai rien à faire, moi. C'est souvent ça le problème. C'est pour ça que j'ai pris cette phrase. C'est souvent ça le problème. Ah, mais elle a des appareils. Ben, c'est bon, elle entend. Et donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Rien. Ces appareils la rendent entendante. Non. Peu importe les appareils, ça ne rend pas entendant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis faux. Même si on parle de personnes malentendantes. Parce que tout à l'heure, je vous voyais échanger, même avec les appareils, en dire comment? Alors, mais ils sont mal réglés, il faut retourner voir le docteur. Ben, pas obligatoirement. Parfois oui, parfois non. Oui, on passe. Oui, c'était juste pour vous montrer la surdité, comme je disais, c'est des trous. Vous avez une phrase là, et en fait, c'est des trous, c'est pas juste entendre plus bas, c'est vraiment avoir des trous. On va passer. On passe, oui. Troisième question, il est sourd, mais il comprend ce qu'il dit parce qu'il lit sur les lèvres. Ah oui, là vous dites oui. Oui, là je ne vous demande pas en groupe, vous êtes tous d'accord. Une personne sourde lit sur les lèvres, automatiquement. Hein. Vous voulez essayer? Vous voulez essayer, non? Oui? Ah, vous voyez? Tout de suite on dit, ah mais moi? Ah non, c'est compliqué. Ah mais la personne sourde? Ah si, elle lit, oui. Eh ben non. Et si on essayait? Alors, il y a plusieurs phrases, le temps est court, je pense qu'on va restreindre, mais c'est important d'essayer la lecture sur les lèvres. Alors, vous êtes déjà en groupe, c'est parti. Là, on n'a pas besoin de son. Par contre, il faut juste cliquer sur la vidéo. Des fois, j'ai beaucoup de mal pour que la réponse ne paraisse pas.
Alors, échangez entre vous, ou vous voulez qu'on le remette? Alors, il a dit 3 mots. 3 mots. Et échangez. Vous me regardez. Alors, à vous. D'accord. Au fond, ah. Et vous? Le pain, le père et la paix. Alors, le pain, le père, la mère, vous avez une bonne réponse, une bonne réponse, une bonne réponse sur 3. Regardez. Alors, pourquoi c'est difficile? Tout à l'heure, je disais qu'il y a 3 mots différents. Il y avait 3 mots, ah oui, ils se ressemblent. Hein. C'est ce qu'on appelle des sosies labiaux. Alors, regardez la réponse. Le pain, vous voulez le remettre avec la réponse, oui? Et là, quand on a la réponse, c'est bien plus clair. Mais ce n'est pas simple. Si on n'a aucune aide extérieure, juste avec la lecture labiale, il y a quand même des sons, pe, be et me, qui ont exactement la même image labiale. Et en langue française, il y en a plusieurs comme ça, le te et le de et le ne. Oui, le be, le pe et le me, oui. Ce qui nous permet, c'est vraiment le son explosif, plus mou ou qui passe par le nez. Deuxième. Alors là, il y a une phrase et un mot. Oui. S'il faut demander à la personne de répéter 15 fois ce qu'elle dit sur ses lèvres pour comprendre. Alors, pardon, justement, votre remarque est intéressante. Vous dites, c'est quand même pénible de demander de répéter. Et je le fais souvent moi-même alors que normalement je les bonnes oreilles. On en parlera tout à l'heure, cette répétition. J'ai une BD et je demanderai à Aurélio son avis, mais c'est très intéressant cela. Alors, donc du coup, vous, une idée? Cheval. Est-ce que tu peux changer parce qu'on t'écoutait et on n'a pas bien vu. Tu peux remettre s'il te plaît au début? Remettez. Je viens jamais. Et j'entends, je viens chemin. Oui, très bien, c'est bien ça. Voilà. Je viens chemin. Mais vous voyez les malentendus? On est là, oui, 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 je viens jamais. Et là, on a, mais pourquoi tu es si dur? Mais pourquoi tu me dis que je suis dur? Et des malentendus qui peuvent vraiment, vraiment, ça peut être grave. Troisième. Là, il s'agit d'une phrase. On corse un petit peu, on corse un petit peu. C'est une phrase complète. C'est pas très... Alors, je vous donne le contexte. Attendez, je vous donne le contexte. Le culte est terminé. Et donc, nous sommes en échange, comment on appelle ça, convivial, dehors, là. Et là, la difficulté, c'est que l'interlocuteur est de profil. On ne pense pas forcément à ça. Et là, arrive cette phrase.
Non? Rien. Je vous ai quand même donné le contexte. On y va pour la réponse. Et là, vous êtes tous d'accord, oui. Donc, vous comprenez, une personne sourde, on vient, elle fait « Ah, oui, oui, hein? C'est juste? Oui, oui, oui. » Parce qu'on n'ose pas demander, redemander et demander à la personne de regarder en face. Prochaine. Aurélio dit mais on voit pas, il articule pas là, économie. Alors ça c'est un premier problème, d'accord. Mais le deuxième problème là, contre-jour. Bon en plus en tant que noir c'est déjà compliqué, donc là en contre-jour c'est bon. Non, mais... Alors vous n'avez rien compris. Là c'est pas possible. La réponse alors. Donc, imaginez cette situation-là. Tu as reçu mon message? Et on attend une réponse. Et là, la personne sourde n'a pas compris. Pardon? Tu as reçu mon message? Oui, 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 oui. Oui, oui. Parce que souvent, on dit oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Et le malentendu. Donc, vous voyez comment se cacher derrière la lecture labiale des sourds. Mais il lit, oui, oui. Il lit, il lit. Il a des appareils, elle fait l'effort et pas moi. Oh oui, celle-là, bon. Oui, c'est la quatrième, le bonus, celle-là. La bouche remplie, oui. Allez, bonus. La prochaine fois, je mettrai un chewing-gum, vraiment. Mais j'avais pas de chewing-gum, alors je mangeais quelque chose. Voilà. Aurélio dit, alors là, non. Là, je ne sais pas. Là, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. On peut mettre la réponse. Mais le dernier, ce sera bonus. Je vous laisse chercher. J'ai compris les 3 premiers mots. Je vais venir. Ah. Je vais venir. Sauf que le problème, que l'information principale, c'est bien l'heure. Je vais venir à un rongueur. Ah, d'accord. Et on se dit, mais... Mettez-vous à la place de cette personne sourde qui n'ose pas redemander tout le temps à toutes les personnes. Tu peux répéter, vous pouvez répéter. Oui, oui, oui. Elle va venir. Et quand? Allez, le bonus. Ah non, c'est pas lui le bonus encore. Allez-vous comprendre? Parce que souvent... Je suis tout seul. Non. Je suis tout seul. Je vous ai parlé, c'est pour ça. Regardez. Non. Non, je n'aurais pas mis une vidéo où on a des mots d'oiseaux. Non, 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 non. Alors, tu dis que tu ne comprends pas. Pourquoi, là? Non, j'arrive pas. Là, j'arrive pas. Mais même tous les autres, là, je ne comprends rien du tout. Souvent, on parle de... Ah oui, si je mets ma main sur les cordes vocales, peut-être que ça peut m'aider. Je suis tout seul. Ouais, c'est ça. Alors, souvent on parle d'articulation exagérée. Il faut articuler. Mais quand on articule de manière exagérée, ça peut donner ça aussi. La réponse. Donc, c'est un peu le contraire à poète-poète, je veux dire. Bon, ça ne se voit pas. Mais justement, le problème de l'articulation exagérée, c'est qu'on n'arrive pas à voir les expressions du visage. Oui, c'est ça le problème. On est focalisé sur la bouche, alors que normalement, ce serait toute la tête. Le regard aussi, c'est ça. Je suis content de te voir là. Mais si on est focalisé que sur la bouche, ce n'est pas possible. Exact.
C'est le bonus. Oui. Que chante-t-elle? Aïe, 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 aïe. Que chante-t-elle? Alors, je ne sais pas si il est dans le DLG. Je sais qu'il est dans l'hymne et louanges. Le Seigneur même. On remet Jésus. Je vous aide. On va mettre la réponse. On met la réponse. Et oui, oui, c'était lui, c'était lui. Alors, la parole chantée ne déforme pas tant la bouche, mais fait que les voyelles sont bien plus longues. Et donc, pour une lecture, ce n'est pas simple. Donc, souvent, j'ai des personnes, des amis sourds, qui voudraient chanter avec l'assemblée, qui voudraient signer. Ils voient bien les paroles écrites. Ils voudraient bien savoir où est-ce qu'on est dans le chant. Parce que c'est bien de projeter les paroles, mais c'est mieux de pouvoir suivre avec l'assemblée. Et là, on peut être complètement décalé, on va essayer de suivre, mais on ne sait pas en fait à quoi ça correspond. Donc, en fait, et mes amis ne chantent pas, du coup. Et ils font que regarder. Ils voudraient, mais ils voudraient suivre. Alors, le rêve du pasteur Pereira, c'est de mettre en place un système de karaoké, vous voyez, où ça se colore en même temps, pour savoir où on est du chant. Parce que souvent, on chante, et puis la dernière phrase, on la bisse. Et des fois, les sourds sont là, et puis après, le chant est terminé. Puis ils voient les gens qui chantent encore. Ah, mais on chante quoi? Comment se sentir intégré et à l'aise, mais si on ne peut pas suivre les chants, si... Alors, la lecture labiale facile. S'il vous plaît, une question. Souvent, il y a personne, quand je parle avec une personne sourde comme ça, souvent, je fais un petit geste. Est-ce que c'est facile pour moi? Je reste pas comme ça, je fais juste mimer seulement, ou je fais quand même un geste en plus? Avec du mime, c'est beaucoup mieux. Moi, j'aime voir ça, ça m'aide à comprendre. Si on ne fait que parler, je ne comprends rien. Avec des gestes, oui. Des gestes, du mime, un peu de parole, un peu des deux, oui, ça m'aide à comprendre. Parce qu'en tant que sourd, moi, je signe. Donc voilà, par exemple, il y a des signes. Je vais boire la bière, n'importe quoi, des signes comme ça. On comprend marcher, on peut se débrouiller. Une banane, voilà, on épluche quelque chose, le singe. On comprend ces signes, ces gestes-là, on peut comprendre. Ça peut aider la compréhension, oui. Exactement. Attention à la vidéo. Ce qui nous a permis de communiquer avec mon frère donc, dans la famille, c'est précisément le mime. On basait beaucoup sur le mime. Naturellement, on a rajouté d'autres petites choses après, mais c'était basé sur le mime. On n'avait aucune connaissance de la langue des signes à l'époque. Aucune connaissance. Et il fallait bien communiquer avec mon frère. Donc le mime, effectivement, c'est très très important. Une autre situation aujourd'hui, je ne sais plus si on va aborder, si tu vas l'aborder, Myrna, c'est les différences de langue de signes à travers le monde. Qu'est-ce qui permet aux sourds de pouvoir se comprendre assez rapidement? C'est précisément le mime dans un premier temps dans la rencontre. Avec ensuite des éléments de la langue internationale, mais quand on n'a pas accès à la langue internationale, ça passe beaucoup par le mime. Exact. Donc voilà, la lecture labiale, ce n'est pas facile. C'était juste pour que vous touchiez un petit peu du doigt ces idées reçues. Comme tout à l'heure, je disais, il lit, elle a un appareil, elle fera l'effort, elle n'est pas insérable dans la société. C'est toujours l'autre personne qui a un problème. Mais la surdité, c'est plus qu'un problème d'oreille. C'est un problème de communication. Et pour communiquer, il faut être deux. Donc ça veut dire que c'est notre problème commun. Voilà. Donc évitez
pour que la bouche soit bien visible, éviter que la moustache ou la barbe soit trop fournie. Pas de profil, pas à contre-jour, pas de chewing-gum. Alors quand on est en train de manger, de préférence, attendre d'avoir fini la bouchée pour pouvoir parler. Voilà. Et ne pas exagérer à outrance l'articulation. On passe au suivant. Voilà, ça. Ce dont Aurélio tout à l'heure parlait. Regardez, conversation en groupe, blablabla. Bla, bla, bla. La personne sourde est à lunettes au milieu avec des lunettes rouges. La personne, elle s'appelle Sarah et c'est elle qui a créé cette BD. Elle est elle-même sourde. Et voilà ce qui se passe souvent. Blablabla. Bla, bla, bla. Et elle dit, excusez-moi, de quoi vous parlez? Voilà ce qu'on lui répond. Oh, c'est rien, c'est pas intéressant. Oh, c'est des grosses bêtises. Oh, faut pas comprendre, c'est compliqué à expliquer. C'est juste une blague pourrie, c'est nul. Puis, quelques heures plus tard, ces mêmes collègues lui disaient, mais pourquoi tu participes pas à notre conversation? Ah, ben oui. Donc, vous remarquez ce que Aurélio tout à l'heure disait, ne pas rester muet, il dit d'aller, mais de quoi vous parlez? Mais souvent, c'est la réponse. Oh, non, mais c'est rien. Ou on t'expliquera après. Voilà. On t'expliquera après. Tout le monde rigole, ha ha ha, et on t'expliquera après. Et on est à la traîne comme ça. Oui, mais là, en fait, ils discutent entre eux. C'est même pas à lui. Ils discutent entre eux et c'est agréable. Dieu nous a créé des êtres communicants. Alors, prochaine, que je regarde l'heure qu'il est, on n'ose pas répéter plusieurs fois, vous disiez tout à l'heure. Oui, je n'ai pas compris ce que tu as dit, tu peux répéter? Je te demande si tu veux qu'on fasse du shopping. Ouh là là, essaye d'articuler, s'il te plaît. Je te demande si tu veux qu'on fasse du shopping. Je ne comprends pas. Ah, mais c'est pas compliqué. Toi, moi, allez, dehors, shopping. Mais du coup, comme elle est énervée, quand tu cries comme ça, c'est pas possible de comprendre. Et là, voilà ce que ça fait. Alors, bien sûr que c'est humoristique, mais on n'ose pas demander de répéter et on ne comprend pas et il y a des malentendus. Donc, si c'est ça, petit conseil, vous dites quelque chose, la personne n'a pas compris une fois, deux fois, troisième fois, essayez de passer à l'écrit. Ça peut marcher. Elle dit, ah, un dessin, un écrit, ça peut rassurer pour sortir de cette impasse. Alors, pour continuer votre ouverture vers le monde de la surdité, il y a une émission qui s'appelle L'œil et la main sur France 5, qui est autant pour les sourds que pour les entendants. Mais ce sont des personnes et des journalistes sourds. Mais donc, il y a une voix off et c'est sous-titré. Et il y a un interprète. C'est vraiment très intéressant et c'est accessible sur Internet. Donc, vraiment, je vous y encourage. France 5, L'œil et la main. Pouf. Alors, voilà. Le langage des signes, c'est beau, mais on ne peut pas tout dire. À votre avis ? Alors, à votre avis, c'est faux? C'est faux. Vous êtes sûr? Il y a des émotions. Alors, moi j'ai une question. Non, 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 non. Enfin, en même temps, on a dit en groupe, mais sinon vous pouvez parler clairement. Non, je pense que c'est faux parce que il y a des différences dans les... On ne peut pas tout exprimer d'abord. Et puis deuxièmement, il y a des différences dans les langues. Donc il y a un français et un anglais qui ne vont pas se comprendre dans les signes. Les signes français et les signes anglais sont peut-être différents. Non, mais là, si on parle de la langue des signes française, par exemple, moi, si on apprend la langue des signes, enfin en français, en langue des signes différentes, ce sont d'autres langues des signes, la langue des signes arabes, la langue des signes anglaises, américaines, qui ont des signes différents. En France, oui. Après, on peut échanger, oui. Alors, là, peut-être que ma question n'est pas claire. Donc, je repose une autre question.
anticonstitutionnellement. Est-ce que vous pensez qu'on peut le traduire en langue des signes? C'est trop long, donc non, non. Donc si vous me répondez non, ça veut dire que la langue des signes, c'est beau, mais on ne peut pas tout traduire. Ah non, moi j'ai épelé anticonstitutionnel. Ça, c'est de l'épellation, ce n'est pas un signe. J'ai épelé. J'ai mis des lettres dans l'espace. Ce n'est pas un signe. C'est ça la question. Souvent, on pense que la langue des signes, c'est bien, mais c'est limité. D'ailleurs, regardez ce qu'on dit. Le langage des signes, c'est souvent ce qu'on dit. Je vous annonce, et officiellement, à partir d'aujourd'hui, vous ne direz plus langage des signes, mais langue des signes. Est-ce que vous comprenez la différence? Si c'est une langue, on peut tout dire. Vous comprenez la différence entre langage et langue? Oui? Pas tous. Les abeilles ont un langage. Elles font une danse pour dire qu'il y a des fleurs là-bas, en gros. Mais leur langage ne leur permet jamais de dire « Ouh là là, il fait beau aujourd'hui, je suis très contente ». Non, ce n'est pas possible. C'est un code. Le code est limité. La question a été pendant de nombreuses années de se réfléchir sur ces fameux gestes qu'on fait avec les mains. C'est limité, oui ou non? Vous pouvez mettre la suite. C'est une langue. Allez-y pour la suite. Donc, dans une langue, comme en français, il y a un alphabet. Eh bien, en langue des signes, il y a un alphabet. Il y a une grammaire. Livre de grammaire. Vous voyez, il est un peu rouge. Grammaire, conjugaison, comme le Becherel. Il y a donc la conjugaison. Oui, il y a des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Ah oui, pourquoi pas? Il y a du vocabulaire et une syntaxe. La syntaxe en allemand est différente de la syntaxe en français. En allemand, les mots se collent entre eux. En français, on va rajouter des prépositions. Voilà. Donc oui, on peut tout exprimer en langue des signes, mais il y a une difficulté, et le pasteur Pereira en parlera tout à l'heure, c'est par rapport à une période d'interdiction de la langue des signes, qui fait qu'elle a un retard, et qu'il faut donc créer. Souvent, on me demande « Ah, on va chanter, on va faire un concert. Viens, allez, on va signe pour les sourds. » Oui, sauf que vous remarquez, tout à l'heure, on a choisi un chant, et j'ai demandé au pasteur, c'est possible d'avoir les paroles? Parce que je connais le chant, mais je ne me rappelais plus des paroles, pour pouvoir faire le travail de traduction bien avant, pour me caler sur la syntaxe de la langue des signes, pour avoir les images. Ce matin, il y a un chant que je n'ai pas traduit, je ne le connaissais pas. Et je ne peux pas produire quelque chose que je ne connais pas, parce qu'il faut de la langue des signes. Ce n'est pas juste coller un mot, un signe. C'est vraiment une langue à part entière. Donc, c'est un travail de traduction. Donc, voilà, pas le langage. Maintenant, ça va être difficile, mais prenez courage. Parlez de langue des signes. Le langage, ce sont les animaux. Et souvent, historiquement, les sourds ont été catégorisés un peu comme animaux, singes. Donc, pour beaucoup, une communauté de sourds militants, ce mot-là est très important. Oui, ça, c'est ce que parfois des sourds connaissent. Ça me fait rire, mais oui, c'est ça. Parfois, on peut singer la langue des signes. Il y a des personnes qui sont très gentilles et qui me disent « Ah, vous savez signer » et qui me font... Et là, je fais... C'est gentil, mais en fait, c'est très, très, très irrespectueux. Mais parfois, je n'ose pas le dire. Je dis, ah. Mais des fois, je dis, évitez ce signe-là parce que vous venez de m'insulter. Là, et là, on fait, ah. Voilà. Évitons ça, même dans notre pensée. Alors, le pasteur Pereira en a parlé. Les sourds qui viennent du monde entier. Est-ce qu'ils ont une seule langue des signes universelle? Non, pas sûr. Oui. Il peut y avoir une partie commune. Ah, donc dans la langue, il y aurait une partie commune. Ah, pas mal.
Mais pas toutes. Il y a des signes communs. Peut-être que l'alphabet est commun. Alors, non, je vous réponds tout de suite. Les Anglais ont un alphabet complètement différent. Ils font, ils font avec les deux mains, eux. C'est un alphabet bimanuel, et puis ils font A, E, I, O, U, et B, et T. Enfin, c'est compliqué. Nous, en France, on a un alphabet monomanuel, avec une seule main. Voilà. Mais effectivement, alors, j'ai mis que c'est faux, mais c'est vrai et faux. Les sourds du monde entier peuvent communiquer plus facilement. Par exemple, un sourd français et un sourd japonais arriveront à communiquer plus rapidement. Parce qu'il y a une base commune et un vocabulaire qui est différent. Que nous, oralement, français, allons rencontrer un japonais ou un chinois avec la langue aton, là, ça va être compliqué. Donc, j'ai mis que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas universelle. Nous connaissons la langue des signes française. Et même la langue des signes française institutionnalisée. Il y a des différences régionales. Pourquoi s'en priver? C'est comme en français. Je ne sais pas, ici, vous parlez de pain au chocolat. Je sais que dans le sud, on parle de chocolatine. C'est ça. Ce sont des différences régionales. Eh bien, en langue des signes, c'est pareil. Oui, selon qu'on habite dans d'autres pays, c'est vrai que... Après, on ne sait pas forcément, mais c'est dans les échanges qu'on apprend des nouveaux mots. Par exemple, en France, si vous êtes en France et que vous allez en Espagne et que vous n'avez jamais entendu la langue espagnole, eh bien voilà, ce sera quelque chose, une découverte pour vous. Vous n'allez pas vous entendre plus facilement. La langue des signes permet de s'entendre plus rapidement, mais il faut quand même apprendre et regarder beaucoup plus le visage aussi. Hein. C'est pareil qu'une langue vocale, quoi. Au tout début, on ne comprend rien. C'est pareil. La langue des signes et la langue orale, elles sont au même niveau. Exactement. Donc, voilà. Il y a une base commune qui est la grammaire. Le livre rouge. C'est à peu près commun à toutes les langues des signes. Je regarde le temps. Hop. Oui, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. On peut passer. Oui, là, vous voyez, ça c'est britannique d'ailleurs, ça. C'était anglais. Voilà, sur Internet, vous pouvez trouver plein de choses. Et concernant les différences entre langues des signes, vous avez le Wikisigne. Ce n'est pas que Wikipédia, il y a aussi le Wikisigne. On trouve de tout sur cet Internet. Alors, c'est qui? Alors, il a eu l'idée de créer une école pour sourds. Je sais que j'ai appris ça aussi. C'est vrai qu'avant, la langue des signes était interdite et on nous tapait sur les doigts. Et lui, il a créé une école avec la langue des signes. Parce que sinon, c'était choraliste. Et c'était vraiment dur. Et les sourds avaient vraiment des sévices. C'était méchant. Voilà. C'est un peu comme une prison, quoi. Vraiment ça. Tu veux compléter? Oui. Oui. Alors, attends, il faut savoir où tu vas te mettre. Non, par là. C'est pour eux. Ah. Le micro. D'accord. Voilà. Tu peux te décaler parce que ton frère ne me voit pas. Juste quelques mots d'histoire sur, effectivement, la langue des signes en France. Ce monsieur que vous voyez s'appelle l'abbé de l'Épée. Il est né en 1712 ou 11, je crois. Il est mort donc vers 1780 et des poussières, je me souviens plus. 89. D'accord. Oui.
Voilà. Donc, l'abbé de l'Épée, il s'intéressait naturellement à l'éducation. C'est comme ça qu'il est venu probablement à l'éducation des sourds. Mais dans ses voyages, il a vu qu'il y avait des sourdes, des sourdes, qui communiquaient entre elles. Et donc, il a été intéressé par cela. Et chose qui, aujourd'hui encore, on vit un petit peu le problème, mais je ne vais pas m'aventurer tout de suite dans cela, c'était que dans chacune des régions, il pouvait y avoir des petites différences entre les sourds dans la façon de communiquer. Mais lui ne savait pas trop à ce moment-là. Donc, il s'est intéressé donc, à la communication des sourds. Et il a rassemblé plusieurs sourds. Et c'est comme cela qu'en essayant de comprendre la façon dont les sourds communiquaient entre eux, c'est comme ça qu'il est venu à impulser des signes qu'on appelle aujourd'hui la langue des signes. Il est venu impulser l'origine d'un certain nombre de codes donnant donc une harmonie entre les différentes langues des signes qui se parlaient en France dans différents lieux. Aujourd'hui encore, nous avons des différences entre les régions par rapport à des types de vocabulaire. Par exemple, il y a des régions qui vont dire maman ou maman ou maman comme ça. Oui, avec mon frère, on l'a signé comme ça. Maman. Oui. Ou alors maman. Ou maman. Ou maman. Voilà. Donc l'abbé de l'Épée, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, il a impulsé quelque chose, XVIIe siècle, pardon, XVIIIe, en 1750, donc XVIIIe siècle. Il a impulsé donc l'éducation des sourds. C'est comme ça qu'il y a, à son époque, il y avait des sourds qui étaient arrivés au niveau universitaire. Il a présenté ça naturellement dans les milieux intellectuels. On a trouvé ça extraordinaire. Et cette progression des sourds s'est un petit peu éteinte. En 1880, merci, heureusement que tu me... En 1880, oui, 1880 et 1980, deux dates importantes. En 1880, il y a eu un rassemblement de scientifiques donc de la pédagogie à Milan, qui ont décidé d'interdire aux sourds d'interdire l'enseignement des sourds en langue des signes. C'est-à-dire que à l'époque de l'abbé de l'Épée, l'enseignement a commencé, donc il a impulsé un enseignement sur la base de la langue des signes. Et en 1880, les pédagogues de l'époque, scientifiques, ont interdit la langue des signes pour les sourds. Et ils voulaient simplement que les sourds apprennent à oraliser et ainsi à être mieux intégrés. C'était une méconnaissance totale de ce qu'était la culture des sourds. Parce qu'aujourd'hui, même avec, je dirais, tout l'effort qu'on peut faire dans le rapprochement donc, entre un sourd et un entendant, les efforts qui peuvent être faits, un sourd a une culture qui est différente. Un sourd pense en images. L'image est très importante pour les sourds. C'est pour ça que donc on voyait tout à l'heure donc la BD qui faite par un sourd. Donc l'interdiction d'utiliser la langue des signes, ça a handicapé énormément l'enseignement des sourds, puisque pendant un siècle, pour que les sourds puissent être enseignés, on passait par l'oralité. Or, le problème, c'est que le temps pour le sourd d'apprendre à parler, même de façon très, très rudimentaire, il perdait énormément toutes les potentialités du développement de l'intelligence, donc
de la culture, de l'accès à la culture, c'est de lui échapper complètement. Ce qui fait que pendant un siècle, pendant plus d'un siècle d'ailleurs, 1880 jusqu'à 1981, ça a été vraiment un blackout total pour les sourds. C'est-à-dire que pour eux, c'était un siècle vraiment le siècle noir, quoi. Ça a été vraiment une grande perte de temps pour les sourds, ce qui fait que à partir de 1980, et plus précisément en 1982, c'est-à-dire en 1980, il y a des sourds américains qui sont venus en France. Et ils ont été très très étonnés. Juste simplement pour l'élément de l'histoire, c'est que dans ce que l'abbé de l'Épée avait fait en France, il y avait des enseignants qui étaient partis aux États-Unis où il y avait eu un échange culturel dans l'enseignement des sourds. Et aux États-Unis, l'enseignement des sourds s'est développé. Et donc, on a enseigné, on a scolarisé les sourds en utilisant la langue des signes. Chose qu'en France et dans plusieurs pays d'Europe, on avait interdit. Donc, quand les sourds américains sont venus ici en France, ils ont été vraiment étonnés et déçus parce que la langue des signes qui était partie de France, en fait, ils pensaient qu'en France, ça s'était beaucoup développé, mais en fait, c'était complètement le contraire. À quel moment il y a eu vraiment un changement, enfin un début de changement? C'était en 1982. Qu'est-ce qui s'est passé en 1982? Les plus âgés, vous le savez, ça a été l'accès donc du socialisme en France. Qu'est-ce qu'il a apporté? Je ne veux pas parler de politique, mais il y a eu un élément important qu'il a apporté. Ça a été la possibilité de l'existence de l'ensemble des langues régionales. Il n'y avait plus ce qui était institué, donc une langue, un pays, une religion et un roi. Mais on avait, à partir de 1982, eu un développement, une acceptation, une intégration donc, de la langue, de toutes les langues régionales de France, dont la langue des signes a été aussi favorisée. Ce qui fait que ça a été le départ. En 1985, ça a été des lois qui ont permis l'enseignement de la langue des signes à l'école et la possibilité donc, pour les sourds de commencer à être enseignés en langue des signes. Mais ce qui a été vraiment les lois restrictives, là, ça a été les lois favorisantes. Les lois restrictives, ça a été vraiment seulement à partir des années 1990. Alors, vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, il y a toute une génération qui est donc des personnes de mon âge, toute une génération de sourds qui n'ont pas accès à l'écrit. Ça veut donc dire que les personnes sourdes qui ont accès à l'écrit aujourd'hui, c'est la nouvelle génération qui ont été enseignées à partir des années 1982-1990. D'accord ? Ça a été vraiment une grosse catastrophe sociale, culturelle pour les sourds. Tant est que les sourds, ils sont très en colère par rapport à ça. Et naturellement, tout ce qui peut avoir comme conséquence de défavoriser la langue des signes, ça les rend encore plus en colère. Donc voilà un petit élément de l'histoire permettant de comprendre le pourquoi. Alors juste simplement, je rajoute un autre élément. Pendant ce siècle, c'est donc une interdiction qui a été faite dans les différents pays, et en France en particulier, portée par l'État naturellement. Mais qui concrètement appliquait cette législation? C'était les institutions religieuses. Les institutions religieuses étaient chargées de l'éducation des sourds. Par exemple, Saint-Jacques, à Paris, je crois que c'est là où tu es, Myrna. Saint-Jacques, c'est donc où mon frère a commencé aussi, a été à l'école. Asnières, il est ensuite allé à Asnières. Mais Saint-Jacques, c'était une institution religieuse à l'origine. Et ces institutions religieuses étaient chargées de l'éducation des sourds, mais de façon orale.
Et qu'est-ce qui se faisait? On essayait d'apprendre à lire sur les lèvres, on essayait d'apprendre à oraliser, mais ils n'apprenaient pas, ils n'avaient pas du tout accès donc, à l'éducation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les sourds sont même peut-être plus agressifs contre les institutions religieuses que les autres pour cette raison-là. Donc pour nous, en tant qu'Église, quand nous rencontrons un sourd, c'est vraiment très important que nous comprenions, que nous ayons ce fait de l'histoire à l'esprit pour comprendre que le sourd, quand on se présente comme une Église, tout de suite, ça fait tilt dans sa problématique donc, par rapport à la langue. D'accord ? Et nous avons toute une démarche à faire de respect par rapport à la culture des sourds pour pouvoir effectivement se faire comprendre et se faire entendre d'eux. Quelque part, c'est dommage parce qu'on avait des docteurs comme Itard et Séguin au moment de la Révolution française et après, qui ont fait un matériel sensoriel pour les sourds, les muets, et dont Maria Montessori s'est inspirée, mais malheureusement, ça ne s'est pas poursuivi en France. On avait ces deux médecins français, Itard et Séguin. Oui, bon, je connais ça. Mais Itard a été un médecin à Saint-Jacques. Ça a été problématique dans sa gestion de l'Institut. C'est ça qui est dommage, parce que parallèlement, il peut créer des choses qui sont très bien et à côté, être dans une négation de la langue des signes et dans un accord du mouvement de virer des enseignants sourds de l'INJS pour les remplacer par des, entre guillemets, pro-oralistes. C'est ça qui est encore plus dommage. C'est qu'on peut créer des choses qui sont très bien et en même temps être à côté de la plaque. Nous avons en tout cas besoin de l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, en 2020, pour savoir que faire, que dire, comment agir. Et c'est pour ça qu'on n'a pas encore fini, mais l'important, en tout cas pour vous, c'est de comprendre, comme le disait le pasteur Pereira ce matin, si une personne sourde est là et qu'elle voit l'effort qu'on peut faire, avec tous les moyens un peu maladroitement, mais dans une volonté de respecter cette personne-là, elle y sera sensible, c'est sûr. Parce que notre société, quand bien même on parle d'ouverture, de communication, d'Internet, etc., on est toujours, quand même, concrètement, souvent, dans une négation. Je peux juste me permettre une chose, ça a un impact très important aussi dans les avancées que nous faisons dans le ministère aujourd'hui, en France. Pourquoi? Merci beaucoup. Parce que, par exemple, nous avons rencontré en Espagne des personnes qui s'occupent aussi du ministère auprès des sourds, qui ont fait un travail extraordinaire d'enseignement de la langue des signes dans les églises et qui ont développé ainsi une multiplicité d'interprètes. Nous n'avons pas avancé ici en France de la même façon. Pourquoi? Parce que le contexte, et ça c'est une des raisons, le contexte est complètement différent. Nous nous refusons avec notre équipe de faire de l'enseignement de la langue des signes. Pour quelle raison? Pour la raison qu'on vient de vous dire, par respect des sourds. Si des entendants se mettent à enseigner la langue des signes, c'est un geste pour eux d'une attitude irrespectueuse. C'est ce qu'ils ont vécu continuellement. C'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. À partir des années 90 précisément, on a commencé à mettre en place des écoles intégrées dans les milieux scolaires, c'est-à-dire des écoles, pardon, des classes bilingues. Et donc, dans un premier temps, on essayait d'avoir des enseignants sourds qui viennent dans ces classes. Progressivement, non seulement on a diminué le nombre de classes bilingues, mais on a intégré en plus des sourds, des entendants, des profs entendants qui signent. Et pour les sourds, c'est un manque flagrant de respect de la culture et de la langue des signes. Donc ça veut donc que pour nous, nous devons, dans le contexte français qui est le nôtre,
On n'a peut-être pas fait toujours les bons choix, mais les choix, nous le faisons. Enfin, on n'a pas beaucoup progressé, c'est ce que je veux dire, mais nous n'avons pas progressé parce que nous avons fait le choix de ne pas nous aventurer dans des choses qui, l'on sait, peuvent porter préjudice au témoignage de respect à l'égard des sourds. J'ai une question. Un sourd-muet, enfin, un entendant, il deviendrait sourd. Oui. Comment ça se passe? Sa rééducation, son suivi, il reste sourd? Comment ça se passe? Ok. Alors, il naît entendant, il devient sourd. À quel âge? Tout dépend si c'est prélingual ou postlingual. C'est-à-dire avant 2-3 ans ou après 2-3 ans. Parce que si c'est avant ou après l'acquisition du langage. Pensons à une personne, et après tu pourras, une personne dans mon église qui doit avoir 80 ans. Il porte un appareil là à droite, rien à gauche parce que ce n'est pas la peine. Il était entendant. Avec l'âge, il a perdu l'audition et il n'entend à droite que... Voilà. Il vient à l'église tous les sabbats. Alors, bon, je parlerai de ce qu'on met en place, mais en général, une personne qui devient sourde doit reprendre le chemin de l'orthophonie pour éviter de perdre, doit rencontrer régulièrement son ORL pour régler ses appareils. Si c'est une surdité évolutive ou pas, ou si c'est une surdité fixe, ça change aussi la donne. Par rapport à l'âge, parfois on va se questionner sur l'implant qui est quand même de meilleure qualité, même si ça reste artificiel. L'objectif est de maintenir cette personne intégrée dans la société, dans son environnement, qui est un environnement sonore, qui est un environnement d'entendant. Pour une personne qui est dans cette situation-là, on ne va pas parler d'apprentissage de la langue des signes, parce que ce ne sera pas sa langue, mais tout dépend de l'âge. Il y a des personnes qui, à l'adolescence ou avant l'adolescence, sont devenues sourds et qui ont dû batailler, et qui ont trouvé dans la communauté des sourds une aisance de communication et qui se sont plongés dans la langue des signes. Tout dépend. Tu voulais apporter un témoignage, et puis je parlerai de l'application. J'ai rencontré dans le cadre d'une formation que j'ai faite un jeune, il devait avoir 27-28 ans, qui avait eu, lorsqu'il avait 8-9 ans, des problèmes auditifs, mais qui avaient été corrigés. Donc il a oublié cela pendant tout le reste des années qui ont suivi. À l'âge de 27, donc 2 ans avant que je ne le rencontre, il est devenu complètement sourd. Et pour lui, ça a été vraiment une grande difficulté, à plusieurs niveaux. La première difficulté, il nous racontait, il était encore dans cette période-là, il avait quelquefois des rêves, et dans ces rêves, il se cherchait, il n'arrivait pas, il rêvait qu'il entendait. Et en faisant ça, il disait, mais j'avais comme une souffrance. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la souffrance d'un membre qu'on n'a plus? Eh bien, pour lui, il l'exprimait de la même façon. C'est-à-dire qu'il avait une souffrance, il souffrait physiquement pendant une période parce qu'il avait perdu son ouïe. Alors qu'il n'y avait pas, c'était pas objectivement, physiologiquement, il n'y avait rien qui pouvait lui faire mal. Mais donc, psychologiquement, il était touché par cela. L'autre difficulté, c'était qu'il ne savait plus très bien où se situer. Avec les entendants, il n'entendait plus, il parlait. Il oralisait, comme vous et moi, puisqu'il avait acquis tout le langage oral, mais il n'arrivait pas à se situer maintenant. Est-ce que je suis un malentendant? Est-ce que je suis une personne devenue sourde? Ou est-ce que je suis un sourd?
Ça, c'est la grosse question pour beaucoup de personnes sourdes, en fait. Comment se situer? Parce que être sourd, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être un malentendant. Il y a des associations, j'étais donc dans une association pour apprendre la langue des signes, il y avait une association de malentendants à côté, et on sentait qu'il y avait des difficultés, et parfois on nous racontait ces difficultés. Donc il faut qu'on soit conscient, malentendant, sourd, entendant, c'est trois réalités différentes. On a besoin de le comprendre, on a besoin de l'accepter, et surtout pour le sourd, on a besoin de comprendre que lui ne se considère ni comme un malentendant, ni comme un handicapé, ni comme un entendant. Il se considère simplement comme un sourd. Par délicatesse, ne disons pas oh la pauvre personne malentendante alors qu'on sait qu'il est sourd. Non, il faut dire simplement qu'il est sourd. C'est pour la personne qui naît comme ça en fait. Il n'a pas entendu au départ, donc il ne connaît pas sa souffrance. Il n'est pas passé du stade entendant à malentendant. Donc il est né comme ça, il n'a pas de souffrance, ce sont les autres devant les parents ou autres qui souffrent. Mais lui, il se considère comme normal quelque part parce qu'il est né comme ça. Oui, alors, juste simplement, dans ce sens-là, pour essayer d'illustrer un petit peu, est-ce qu'il y a des personnes qui ont une double nationalité ici? Oui. Malgache et français. Vous vous sentez plus malgache ou plus français? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont étrangères ici, qui ont une seule nationalité étrangère? Quelle nationalité? Roumaine. Est-ce que vous vous sentez handicapé parce que vous êtes roumaine? Ok. Ça, c'était simplement pour illustrer le fait que, voilà, le sourd, c'est son identité, la surdité. Ce n'est pas un handicap, c'est son identité. Un malentendant, voilà, c'est une personne entendante devenue malentendante. Oui. On pourrait encore échanger. Je vois le temps qui passe et ah là. C'est le gros dilemme. Notre temps mime et notre temps documentation et concrètement ce que l'on fait. Juste, je voulais finir ma parenthèse. La personne sourde, devenue sourde, qui est dans mon église, il y a des membres, des personnes de mon église qui m'ont dit « Ah, mais il est sourd, mais fais la langue des signes pour lui !» Non, c'est pas sa langue. À 80 ans, le pauvre monsieur, il faut respecter sa langue, c'est le français. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est l'utilisation d'une application, on va parler concret technique, c'est une application qui s'appelle AVA. A-V-A. Si vous voulez, vous pouvez, pendant que je vous explique, regarder sur votre téléphone. C'est une application qui a une partie gratuite et une partie payante, mais l'objectif de cette application, c'est tout ce que vous allez dire, ça va sous-titrer. Enfin, ça va transcrire à l'écrit. Alors, le pasteur Pereira a dit tout à l'heure que les personnes sourdes qui sont nées dans cette fameuse période noire ne sont pas bons lecteurs. Pas bons lecteurs, parfois pas bons du tout. Avec des confusions, et la langue française est assez compliquée déjà en elle-même. Mais c'est une chose en disant ben, « moi je ne sais pas signer, moi. Ah, mais j'ai un téléphone, moi. Ah, et donc j'ai téléchargé gratuitement cette application, moi. Et ben, je peux me mettre à côté de la personne sourde, moi. Et puis je peux essayer de brancher un micro-cravate ou alors de parler dans le téléphone pour résumer ce qui se passe. Et puis ça va apparaître en phrase. Et puis la personne sourde, elle va lire un petit peu. Et puis elle comprendra ce qu'elle peut. Mais ce sera toujours mieux que... Ben non, que de regarder ses chaussures. Parce que dans mon église, ce monsieur passe toute sa matinée à regarder ses pieds. Parce qu'il n'entend rien. On se lève, on s'assied, on se met à genoux. Parfois même, il y a des gens qui parlent et ça rigole. Ah, c'est mieux que rien.
Donc pensez à ça, retenez-le, Ava. Ava, et le dessin, c'est un E. C'est un E en bleu. C'est un plus? Ah, c'est un E anglais, d'accord, entendu. C'est un E anglais en bleu. Ava, sourd. Si vous voulez être sûr de trouver l'application, vous mettez Ava, sourd, et vous avez ça. Il y a d'autres applications qui existent, mais celle-là, en tout cas, je l'utilise. Elle a plein de fonctionnalités, peut-être que vous pourrez créer, enfin, voir, en discuter, mais c'est vraiment une application. Là, je n'ai pas ma tablette avec moi, j'aurais pu vraiment vous montrer, vous parler, et ça transcrit. Et même quand on est plusieurs interlocuteurs, si dans mon téléphone, j'ai son numéro, le vôtre, et qu'on se connecte en même temps, si vous parlez dans votre téléphone et puis vous parlez, eh ben, ça va apparaître de couleurs différentes. Et donc, on va comprendre c'est elle qui parle, c'est elle ou c'est lui. C'est une aide, même pour des personnes qui sont peu lecteurs, parce qu'on va essayer de récupérer des mots. Mais l'impératif de cette application, c'est la qualité sonore. S'il n'y a pas la qualité sonore, moi, effectivement, j'ai eu droit à des erreurs. On parlait de choses très, très sérieuses, et je vois apparaître en transcription Johnny Hallyday. Et là, le monsieur, le frère qui est là, me fait... Et là, je dis non, j'ai fait, c'est pas ça, en fait, la personne a mal parlé. Enfin, voilà, la qualité audio est vraiment importante pour cette application. Donc, retenez-le. Ça, c'est une chose. Alors, je voulais juste aussi... je profite sur cette lignée-là, et puis on va finir par ça. Il existe du matériel que l'Église peut se procurer pour avoir des signes sous la main. Vous avez ce genre de documents-là et ce genre de documents qui sont des dictionnaires. Ce sont des dictionnaires. Pour un prix très faible dans un petit budget d'église, mais qui peut être décidé dans un budget d'église et être mis dans la bibliothèque. Vous avez ce genre de livre-là, avec différentes entrées thématiques. Une personne sourde arrive, oui, alors, comment on dit la semaine. Oh, la semaine, alors on va chercher derrière, semaine, on va trouver, ah, semaine, semaine, toi, ta semaine. Alors on va faire, ah ouais, ma semaine, oui. Il y a une volonté de discuter, et il est là. C'est pas à dire, ah quel dommage, c'est sur Internet, mais on n'a pas de réseau par ici. Moi, j'aime bien les livres. Internet, c'est bien, le portable, c'est bien. Mais les livres, c'est bien. Donc, vous avez ce genre de dictionnaire-là. Si vous voulez être plus concis, concret, vous aurez les gros volumes et le petit volume. Donc, voilà, ça aide. Si vous voulez mieux comprendre la grammaire de la langue des signes, vous avez les livres de grammaire. Lui, il n'est pas rouge, mais ça marche quand même. Si vous voulez aller plus loin, donc du vocabulaire, ça aussi, il existe plusieurs choses, vous pourrez venir voir. Si vous avez du vocabulaire, mais vous voulez faire des phrases, vous voulez arrêter de parler en mots, vous avez ce genre de matériel-là, prêt à signer. Ce sont des phrases type question, réponse, deux réponses possibles. Et là, vous avez les signes dans le bon ordre. On parlait de syntaxe tout à l'heure. La syntaxe de la langue des signes. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je dis « je vais au marché », en langue des signes, on ne va pas dire « je vais au ». Alors, la préposition, elle ne se voit pas. Donc, « au marché ». Ça, ce n'est pas de la langue des signes. On appelle ça du français signé. Ce n'est pas de la langue des signes. En langue des signes, on va faire « au marché ». Le marché, je vais au. Enfin, mon mouvement inclut la préposition. Et ça, il faut le savoir, mais parfois, on ne sait pas. Donc, on a ce genre de petit matériel avec les mots, le petit mot là, la phrase en français et la syntaxe en langue des signes. Tu es de quelle origine? C'est sympa comme question. Réponse.
En octobre, je serai française. Ou je ne suis pas française, je suis étrangère. Voilà. Vous avez plein de questions thématiques comme ça, et ça, c'est un outil qui peut vraiment vous aider. En ce qui concerne l'Église, vous avez un travail. Alors, tout à l'heure, je demandais si vous avez une connexion Internet. Peut-être que ça peut se préparer en amont, mais en tout cas, sachez que vous avez l'Évangile de Luc intégralement traduit en langue des signes. Et le livre de Jonas aussi. Alors, vous avez le texte de base d'aujourd'hui, et ben c'est dans Matthieu, comme ce matin. Ah, mais est-ce que l'histoire, elle se trouve dans Luc? Oui? Ah ben, allons sur, vous pouvez sur votre téléphone y aller maintenant, hein, www.bible-lsf.org. Et là, vous allez tomber sur un site internet où vous avez les textes bibliques traduits. Là, vous choisissez, vous dites Luc, chapitre 11, et le verset alors de 1 à 14. Oui. Et ça va vous montrer une vidéo d'une femme ou d'un homme sourd qui signe avec un sous-titrage et une voix off. Donc accessible à tout le monde. Dans l'Église, dans la communauté, nous lisons la Bible ensemble. Vous pouvez même vous amuser à le faire, même sans personne sourde. Culturellement, ça ouvre, mais vous avez la voix. Vous avez la voix de la personne qui lit. Alors, c'est une version qui n'est pas la version Louis II. Mais voilà. Donc, vous avez le sous-titrage, la langue des signes et la voix off. Ça, c'est une possibilité. Toutes ces petites choses mises bout à bout rendent accessibles les choses. Et puis, dernier petit conseil, et après, on fera 10 minutes de cette activité-là. Il y a une personne sourde, une amie, qui habite Grenoble. Elle n'a pas de traduction dans son église. Mais on pense toujours à lui donner le conducteur. Vous voyez la petite feuille? On va chanter ça, puis ça, on va faire ça, le texte de base et tel truc. Pour savoir où est-ce qu'on est. Pour éviter d'être juste perdu, assis comme ça, et voir les choses se défiler. On se lève, on s'assied, on se met à genoux, on ne sait pas. Là, on peut suivre. Souvent, on pense au conducteur seulement pour les personnes qui officient, mais c'est une possibilité, ça. C'est encore un pas vers l'autre. Et si on fait un pas vers l'autre, on est assuré que l'autre fera ce pas de dire « mais ça m'intéresse quand même, je n'ai pas bien compris en quoi ils croient ces gens, mais je reviendrai. » Puis je peux revenir avec une autre personne aussi. Et parfois, on n'y pense pas, des personnes sourdes peuvent être des messagers bien plus vite qu'on ne le croit. Pour les prédicateurs. Vous avez vu ce matin peut-être? J'étais prise dans mes notes, donc je n'ai pas toujours regardé derrière. Merci aux techniciens en tout cas qui suivaient derrière. Mais vous avez vu, c'est quelque chose qui peut être fait par n'importe quel prédicateur. Pardon, pas forcément par le prédicateur, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc si, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des prédicateurs ici dans la salle? Mis à part César? Eri? Je ne sais pas tous les combien vous prêchez. Moi, je prêche tous les sabbats. Ça veut dire que je ne peux pas le faire toujours. Il y a un autre prédicateur, effectivement, cher collègue. D'accord? Mais simplement une chose, simplement une idée. Si vous voulez rendre accessible, je dirais, il faut y aller petitement. Il n'y a personne probablement dans cette salle qui maîtrise la langue des signes. Mais si vous voulez le rendre accessible, utilisez donc un type de montage comme ce matin. C'est-à-dire que si vous écrivez vos notes, les prédicateurs, que vous n'avez pas le temps de préparer le PowerPoint, demandez à quelqu'un d'autre, un jeune, il y a des personnes, enfin jeunes ou moins jeunes, qui ont accès à Internet en utilisant des images. Mais attention aux images utilisées, ne les dispatchez pas. Si c'est une utilisation exceptionnelle, c'est bien, mais faites attention quand même aux images volées. Mais si vous pouvez simplement préparer
une image avec un texte, avec un titre, c'est vraiment important. Mon frère n'a pas accès à l'écrit. Donc, il sait lire, par exemple, les résultats des matchs qu'il préfère, enfin des équipes qu'il préfère. Il sait lire, il achète son journal de sport, il sait consulter donc, les journaux, etc. Mais il n'est pas à l'aise avec l'écriture. Donc, l'image lui parlera plus. Et comme mon frère, il y a beaucoup d'autres personnes. Il saura lire un titre, il saura lire une référence, une pensée. Et ainsi, vous avez une accessibilité pour le moment des prédications. Dernière chose, le site internet signesdespérance.org, même s'il n'est pas à jour, a des informations, des vidéos en langue des signes, du vocabulaire biblique. Parce que là est toute la question. Vous avez dans ce DVD-là, ça, qui est un... Il y a quand même pas mal de vocabulaire biblique. Sur Internet, on trouve ces choses-là. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter.